Merci beaucoup, Chérif Diop. Il est économiste, il est également l'auteur de l'ouvrage Sénégal, les défis post-Covid, défis économiques, voilà, j'y arrive, post-Covid-19, c'est bien ça. Bonsoir, docteur Diagne, merci d'être là. Bonsoir, alors, merci de l'invitation. Si je m'arrête déjà à la couverture de l'ouvrage, j'ai l'impression qu'il n'y a que le secteur informel qui est touché par la pandémie, ou je me trompe? Non, ce n'est pas uniquement le secteur informel. J'ai parlé dans un premier temps du chapeau de la politique économique qui concerne principalement la politique budgétaire et la politique monétaire pour voir quelles sont les innovations majeures qu'on doit amener en raison en fait, de la modification des risques qui pèsent sur l'économie et d'une manière générale les finances publiques. Et après cela, j'ai abordé une autre partie dans laquelle effectivement j'ai parlé du secteur informel, du secteur privé, également des secteurs vitaux qui aujourd'hui constituent le nœud de l'économie du Sénégal. Et après cela, j'ai abordé la dernière partie qui intéresse cette fois-ci l'insertion du Sénégal dans l'international. Donc il s'agit principalement de l'étude de la dette. Oui. Suite à l'appel du président du Sénégal, qui a été relayé par de nombreux leaders mondiaux pour une annulation de la dette de l'Afrique. Donc j'ai donné mon point de vue là-dessus. Après, il y a la partie qui concerne les PPP, les partenariats publics-privés. Notamment, j'ai élucidé en fait des questions relatives à la construction de l'autoroute à péage, ainsi que les autres infrastructures dans le Sénégal. Et enfin, j'ai balisé des perspectives économiques entre 2020 et 2050 et je l'ai priorisé autour de 4 axes principaux. Il s'agit de la question de la gouvernance qui est au cœur des questions de développement. Il s'agit également de la numérisation ou bien de la digitalisation de l'économie qui est un choc aujourd'hui qui est indéniable qu'on doit prendre en charge. Et également j'ai abordé la politique sociale comme innovation majeure des années à venir, qu'on doit également relever. Et entre autres, ce sont ces questions que j'ai évoquées. Ça vous a pris combien de temps? Alors, le livre, je l'ai écrit en 4 mois. On est déjà toujours confronté à la pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, cet ouvrage peut prendre en compte ou a pris en compte tous les aspects qu'il faut pour pouvoir nous relancer sur le plan économique? Alors, reprendre tous les aspects, ce serait trop dire. Mais en réalité, j'ai suffisamment réfléchi pour ne pas laisser point de doute dans les actions macro que les décideurs doivent prendre dans le cadre de la relance. Et il y a même une section qui concerne la relance des activités économiques. Et donc, c'est un ouvrage en fait qui vise à stimuler la réflexion, à poser le débat sur les grandes questions de l'heure. Parce qu'en réalité, personne n'a la vérité. Il nous faut ensemble avec mes collègues universitaires, vous les journalistes, les académiciens, les étudiants, les décideurs publics, ensemble que nous réfléchissions pour baliser en fait les chemins de la relance économique. Donc c'est l'objet en fait que j'ai cherché dans la production de cet ouvrage. Le ministre de l'économie, Amadou Hott, disait il y a de cela quelques jours que le Sénégal risque d'avoir un taux de croissance de 0,7%, alors qu'on tablait sur une prévision de 1,1%. Aujourd'hui, est-ce qu'on va vers une récession économique comme on le craignait tant, ou l'espoir est toujours permis? Déjà, je remercie le ministre Amadou Hott qui a bien voulu préfacer mon ouvrage. Je le remercie parce que préfacer un ouvrage, c'est pas facile. Mais avec toute la compréhension qu'il a eue d'un travail d'un chercheur comme moi, vraiment, je voulais lui exprimer toute ma gratitude. Alors, il est vrai que les prévisions du Fonds monétaire tablaient sur 1,1 de croissance après les 6,8 effectués l'année passée. Et il y a 2 ou 3 jours, le ministre Amadou Hott, effectivement, dans ce qu'on appelle la revue annuelle conjointe, a annoncé que le taux de croissance serait peut-être de moins 0,7%. Alors, il faut dire que déjà nous sommes en récession. Déjà, nous sommes en récession. Je pense que sa déclaration ne change rien sur le scénario qui est prévu, qui fait qu'on passe de 6,8 à 1,1, voire même une croissance qui est négative. Et donc, ça signifie que la Covid a mis à terre tous les efforts entrepris depuis au moins 5 voire 6 ans et qu'il nous faudra au moins
une décennie pour rebâtir une économie qui porte en fait ses fruits. Et ça, c'est triste de le dire, mais quand vous regardez la trajectoire des grands pays comme la Chine, ou bien vous prenez le cas également des pays de l'OCDE comme la France et autres, ils ont mis suffisamment de temps pour bâtir une stratégie économique qui tient la route. Nous, on était à nos prémices. Fort malheureusement, avec ce virus en fait qui provient de manipulation animale, notre économie se trouve fortement frappée. Donc il faudra du temps pour aménager ou envisager une relance. Docteur, est-ce qu'aujourd'hui la récession veut forcément dire austérité? Alors, la récession veut dire une contraction importante de l'activité économique. C'est ça la récession en économie. Alors, austérité, ça veut dire baisse des ressources publiques, notamment sur les secteurs prioritaires, avec la suppression des subventions, par exemple sur des produits essentiels. Ça veut dire également recentrage des dépenses publiques sur l'activité essentielle de l'État. Alors, c'est ça, en fait, l'austérité. Maintenant, est-ce qu'on va vers une austérité? Je le pense à moitié. Parce que nous sommes dans une séquence où les ressources seront de moins en moins disponibles. Et parce que la crise, elle est mondiale. Alors, les ressources seront de moins en moins disponibles. Et ça va même poser des problèmes pour la relance. Parce que pour lancer l'activité également, il faudra des ressources. Et ces ressources, il faut les trouver. Alors, les partenaires qui, initialement, nous tendaient la main pour nous donner un peu de souffle, sont aujourd'hui dans une impasse. Et donc, il faudra que nous comprenions que les éléments de la relance seront des éléments endogènes. Ça va être des ressources propres à nous que nous allons mettre en valeur pour essayer de redresser un peu l'économie du Sénégal. Donc, en termes d'austérité, je ne crois pas à moitié, mais il faut souligner que... Est-ce qu'on va indéniablement vers des plans sociaux, un licenciement massif et un chômage aussi qui va prendre de l'ampleur? Je ne crois pas que nous allons atteindre ce stade de licenciement massif. Je ne le crois pas parce que l'État est en train de tout faire avec le plan de résilience, de contenir l'effet de choc de la crise. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça, je ne saurais vous le dire parce que le virus n'a pas encore dit quand est-ce qu'il va nous quitter. Mais il est clair que la séquence actuelle est intenable. L'État ne pourra pas ad vitam aeternam subventionner les secteurs prioritaires. Il faudra en un moment envisager une autre étape et de voir comment nous allons réfléchir ensemble pour dépasser cette étape. Sur quel levier on peut se baser justement pour disons, avoir ce nouveau souffle-là économique? Le ministre de l'Agriculture est en train de faire une tournée à l'intérieur du pays en disant qu'il mise sur les productions agricoles pour que le Sénégal puisse relever au niveau interne. Mais est-ce que c'est suffisant? Peut-être qu'aujourd'hui, le Covid met l'accent sur beaucoup de choses, mais la faiblesse de nos économies était bien visible, bien avant qu'on soit confronté à la pandémie. Oui. Alors, il y a effectivement le volet agricole qui peut-être sera un bouée de sauvetage parce qu'on a cette année une bonne pluviométrie qui présage en fait de bonnes récoltes et qui forcément aura une incidence positive sur la croissance, peut-être. Il y a également d'autres secteurs qu'on doit magnifier, comme le secteur des services, avec tout ce qui est digitalisation, qui doivent aujourd'hui entrer dans le plan de relance. Il y a également tout ce qui est aujourd'hui secteur informel, qu'on doit également appuyer pour la relance des activités, parce que le secteur informel, c'est plus de 50% de commerce. Qu'est-ce qu'on considère finalement comme le secteur informel? Non, le secteur informel, ce sont des agents économiques qui sont dans de petites activités, qui n'ont pas formalisé leurs activités et qui sont sur des perspectives de profit à très très court terme. Mais ce secteur informel polarise dans notre économie 9 salariés sur 10. Donc c'est énorme et produit quasiment 60% de notre PIB. Et ce secteur informel ne peut pas aujourd'hui ne pas se développer. Si on veut réussir la relance, il nous faut forcément trouver des moyens, des artifices pour aider ce secteur informel à se relever. Et c'est principalement des activités commerciales, d'accord, qui sont des activités à haute valeur ajoutée pour ces différents travailleurs. Donc, il faut également que l'État organise également son administration
Parce que vous savez que nous sommes dans une structure économique où plus de 80% des activités économiques se font autour de l'État. L'État est un employeur. L'État également, à travers la commande publique, fait nourrir de nombreuses entreprises. Il faut qu'il y ait une meilleure efficacité de l'utilisation des ressources de l'État, une meilleure organisation également des agents de l'État, pour qu'il y ait en fait un effet d'entraînement sur le secteur privé. Parce que n'oublions pas que la vocation de l'État, ce n'est pas de créer des emplois dans le secteur public. La vocation de l'État, c'est d'offrir le cadre adéquat pour permettre à une bonne expression des entreprises et des acteurs pour que ça puisse créer en fait de la valeur ajoutée. Et quel rôle devrait jouer le secteur privé dans ce beau schéma? Alors, le secteur privé doit jouer un rôle décisif dans cette relance en se responsabilisant davantage. Quel secteur privé, national ou local? National, je veux dire. National dans le sens où aujourd'hui il y a des investissements que ce secteur privé pourrait réaliser. On donne l'exemple de l'autoroute Ila Touba où on cherche un preneur pour l'exploitation. Si le secteur privé national n'est pas capable de le faire, je crois qu'il y aura de gros soucis parce qu'il ne faut pas également qu'on nous serve après la leçon qu'il y a des étrangers qui viennent et qui prennent les marchés. Donc ça, c'est clair. Il faut que le secteur privé s'organise pour prendre suffisamment de risques, suffisamment d'investissements dans les secteurs moteurs. Il y a aussi les technologies, où quasiment le secteur privé national est quasiment absent. Et pour participer dans la création de valeur sur ces différents secteurs, il faut de l'investissement. Mais ce n'est pas un investissement qui est facile à décrocher. Donc, on doit entrer dans une séquence de syndication des différents capitaines d'industrie, d'accord, qui mettent en fait en jeu une stratégie commune pour lever des fonds, mutualiser, pour aller vers les secteurs moteurs que sont les technologies. Et sans ces secteurs technologiques, notre pays ne pourra pas connaître une croissance durable. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, quand vous prenez l'agriculture est caractérisée par une production de sous-rendement agricole qui fait que aujourd'hui, le paysan n'a pas suffisamment de revenus pour vivre correctement. C'est parce que les rendements sont faibles, c'est parce qu'effectivement, ce secteur n'enrôle pas suffisamment de technologies pour pouvoir rehausser un peu le niveau des rendements. Et ça, c'est un défi majeur pour le secteur privé. Alors, en temps de Covid aussi, de pandémie, beaucoup de grandes puissances parlent de relocalisation, de réindustrialisation. Quelle place l'industrie devra prendre dans le cadre de cette relance? Alors, l'industrie, moi, je l'ai traitée comme section dans l'ouvrage. Je l'ai même appelé une politique industrielle dynamique et innovante. Vous savez, l'industrie, c'est le secteur primaire, c'est le secteur secondaire. Le secteur secondaire est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois massifs et qui doit aujourd'hui permettre d'asseoir des industries locales qui créent en fait des biens et des services pour les consommateurs nationaux et qui nous permettent en fait de nous affranchir de la contrainte extérieure. Et tant que nous n'allions pas dans ce sevrage de la consommation étrangère, nous ne serions pas compétitifs pour développer notre pays. Et c'est la raison pour laquelle tous les dispositifs doivent être revus par l'État pour permettre à ce que ce secteur éclore. Il s'agit principalement de réétudier les facteurs, la compétitivité liée aux facteurs de production, que ce soit l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, d'accord? Il y a la fiscalité, il y a également la ressource humaine, c'est-à-dire le capital humain qui doit être le support principal de transformation des produits au niveau local. Et en gros, il y a également l'accès au financement qui est un élément déterminant dans la réussite de cette politique industrielle. Si on ne le fait pas, ce seront toujours les étrangers qui vont irriguer nos marchés de produits étrangers. Et quand Aram va se lever le matin chez elle, elle va consommer des produits étrangers. Et en économie, il y a un principe qui est simple. Quand vous achetez un bien de l'étranger, vous êtes en train de créer des emplois à l'étranger. Est-ce qu'on va envisager le protectionnisme? Le protectionnisme n'est pas aujourd'hui une option envisageable. Parce qu'on a aujourd'hui tous les atouts en interne pour pouvoir développer un tissu industriel dynamique. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit laisser nos frontières ouvertes à volonté.
il y a effectivement sur des aspects où, sur le plan législatif et sur le plan réglementaire, nous devons voir quelles sont les marges que nous devons réserver aux produits étrangers. Ça d'ailleurs, tous les pays le font. Mais j'insiste là-dessus. Sans secteur industriel dynamique, nous ne pourrions pas réussir le pari de l'emploi. Aujourd'hui, de nombreux, je l'ai dit dans le livre, de nombreux jeunes Sénégalais diplômés de master qui sont ingénieurs, aujourd'hui se retrouvent dans les grandes surfaces à Dakar pour faire des métiers de caissiers ou autres métiers où ils ne peuvent pas en fait avoir suffisamment de revenus pour tirer leur épingle du jeu. Donc, ce sont des diplômés qui sont sous-employés et qui ne permettent pas pour l'État du Sénégal d'avoir le retour sur investissement. Parce que quand vous êtes à l'école quand même, de la maternelle jusqu'au doctorat, on finance vos études. On espère, une fois que vous êtes inséré, de pouvoir retirer en fait tout l'investissement qu'on a mis sur vous. Aujourd'hui, il y a une masse de jeunes Sénégalais qui sont fortement diplômés et qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi à cause en fait de la faiblesse de la politique industrielle. Et ça, c'est à l'État de le voir et de voir également, il y a les aspects que je n'ai pas dit, mais ça concerne également l'accès à la commande publique. D'accord ? Il y a des dispositifs également réglementaires qui concernent le code des marchés pour pouvoir permettre à nos industries d'y avoir accès et de barrer suffisamment la route aux industries étrangères qui aujourd'hui pompent nos emplois, pompent nos ressources et qui constituent une... Tout cela n'a pas été pris en compte par le référentiel des politiques publiques que nous avions. Oui, il est laconique de dire que ça n'a pas été pris. Mais moi, je me lance dans une réflexion prospective pour dire, voilà l'état des faits. Et je pense que le décideur public, aujourd'hui, doit faire une évaluation concrète de toutes les politiques publiques. J'ai rappelé tout à l'heure à quelqu'un en lui disant que le problème des inondations que nous avons pose aujourd'hui la question de l'évaluation des politiques publiques. En France, chaque année, la Cour des comptes fait une évaluation des politiques publiques. Chaque année, il y a un rapport qui sort, qui fait une évaluation pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et les recommandations. Et pourquoi ça n'a pas marché. D'avoir le goulot d'étranglement pour pouvoir réformer. Alors, le propre de nos économies, c'est qu'on a une faible culture évaluative. On évalue après X années et ça ne nous permet pas de corriger à temps. Et donc, on est souvent devant le fait accompli. Et pourtant, malheureusement, est-ce que la souveraineté alimentaire et pharmaceutique, parce qu'on parle aussi de crise sanitaire, est-ce que ça devra aussi rester un vœu pieux? Non, je le dis quelque part que l'avènement de la Covid doit permettre en fait la mise en place d'une politique de recherche scientifique. Quand on parle de souveraineté alimentaire et de souveraineté pharmaceutique. Sauf que la recherche reste quand même le ventre mou quand même de nous. Oui, je l'ai dit quelque part en disant que la recherche scientifique est orpheline dans notre pays avec de maigres ressources qui sont injectées et que dans les années à venir, l'État doit relever en fait le défi de financer la recherche scientifique pour que sur la bataille par exemple médicamenteuse dont nous sommes absents, que nous puissions aujourd'hui être en mesure de proposer un vaccin contre la Covid-19. Il y a sur le plan agricole, parce que si vous voulez résoudre la question de la sécurité alimentaire, il faut une recherche scientifique agricole. On a aujourd'hui une bonne expertise dans notre pays. Ce qui manque souvent, c'est l'organisation efficiente et que l'État également accepte d'y mettre les moyens au service de cette recherche pour pouvoir relever les défis. Souvent, c'est ce manque de volonté politique qu'on observe sur le plan de la recherche. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de nous enfermer dans notre microcosme sans pour autant avoir une interaction avec les pays de l'étranger? Je suis toujours dans le contexte post-Covid. C'est vrai que beaucoup de pays aujourd'hui s'intéressent à leur propre économie avant de penser à aider qui que ce soit. Est-ce que nous, à notre niveau, on est en mesure de pouvoir évoluer sans pour autant compter sur les aides ou les appuis qui viennent de part et d'autre? Alors, vous soulevez la question de l'intégration internationale et continentale. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, avec la Covid-19, nous devons approfondir l'intégration régionale et l'intégration continentale. Et c'est sevrer de moins en moins des contraintes, des contingences d'intégration internationale. Même si ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nouer des relations partenariales avec les autres. On doit toujours continuer à avoir les États-Unis, la France, la Chine et autres comme partenaires commerciaux. Mais ce que nous devons corriger
c'est de renforcer l'intégration régionale. Et pourquoi je le dis? Quand vous prenez le commerce intra-régional, il est très faible au niveau de la CEDEAO. Aujourd'hui, le commerce intra-régional est estimé quasiment à 14%. 14% de commerce intra-régional. Quand vous partez en Europe, on est à 63%. Ce qui veut dire que l'Europe commerce avec l'Europe, mais l'Afrique ne commerce pas avec l'Afrique. Il faut revoir les accords de partenariat économique. Les accords, il faut également les revoir, de les conformer par rapport à notre réalité pour éviter que nos pays soient de vastes pays ouverts à la concurrence féroce, souvent déloyale, des grandes multinationales de la mondialisation qui viennent pomper nos ressources et nous laisser en fait avec le risque environnemental. Et je le dis dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale, que c'est une opportunité inouïe pour l'Afrique de renforcer sa coopération endogène. Et c'est cette coopération aujourd'hui qui doit être privilégiée si on veut relever aujourd'hui les défis post-Covid-19. Il y a plusieurs instruments qui sont souvent initiés au niveau africain. Il y a le tarif extérieur commun, on nous parle de la ZLECA, il y a beaucoup d'autres choses. Et ça donne quoi finalement à la fin? On n'a pas l'impression que cela marche. Oui, mais en fait, on n'a pas l'impression que ça marche, c'est vrai. Mais il faut aussi du temps pour que ça marche. Ça, il faut être d'accord. Comme la monnaie éco. La monnaie éco va venir renforcer la coopération en réduisant drastiquement les coûts d'opportunité liés aux transactions économiques et financières. Il y a également tout le dispositif législatif qui est en train d'être fait en termes de ratification des traités pour faciliter la circulation des biens et des personnes. D'accord? Et il y a également toute la coopération qui doit naître de ces accords pour permettre à ce que les pays puissent se liguer dans des consortiums sur le plan de la recherche et sur le plan de l'enseignement supérieur pour donner naissance à des entreprises ou à des initiatives qui permettront de résorber ce gap de manque de compétitivité. Et c'est là en fait tout le défi. Parce que l'Europe, dont on prend souvent la référence, l'Europe est un mauvais exemple. L'Europe a mis déjà 50 ans pour se faire. Le traité de Rome date de 1957. D'accord? Ce traité, acte fondateur de l'Union européenne, d'ailleurs, on est à 63 ans. Alors, ce que les Européens ont fait en 63 ans, et vous avez vu que l'Europe, comme le disent certains, l'Europe va voler en éclats. Vous avez vu l'exemple du Brexit. Les Anglais sont partis. Il y a d'autres, peut-être d'ici les années à venir, parce qu'avec la montée du populisme, vous avez vu sur le phénomène des Corona Bonds, où les pays européens ne se sont pas accordés sur le mécanisme européen d'endettement. Et vous avez vu, ils se sont illustrés au grand jour, leurs désaccords, où des pays comme les Pays-Bas et autres se sont opposés à ce qui est un endettement de l'Union européenne, mais que chacun doit prendre une partie en fait, de ce dont il a besoin pour relever son défi. Donc, nous avons besoin de temps. Mais ce temps, aujourd'hui, il nous faut l'utiliser à bon escient pour relever en fait les défis d'une intégration endogène. Et retrouver le avec des politiques communes. Avec des politiques communes. Avec des politiques communes. Mais ça va venir. Ça ne se fait pas du tic au tac. Mais avec la Covid-19, quand il y a eu le blocus commercial, où aucun pays ne pouvait commercer librement avec d'autres, on a vu la nécessité de se liguer entre nous. Parce qu'on ne pensait pas qu'un jour pouvait se dérouler un risque qui nous empêcherait d'aller commercer avec d'autres, mais le risque environnemental l'a montré. Oui. Et donc, c'est une preuve que nous devons renforcer la coopération endogène. Merci beaucoup, Dr Souleymane Astou Diagne, économiste et l'auteur de l'ouvrage Sénégal, les défis économiques post-Covid-19. On va retrouver Oustaz Pape Anne, Pape Djibril Fall. Je pensais qu'aujourd'hui, tu serais du côté du musée ou plutôt de Tivaouane? Je suis en back-office. En back-office? Oui. D'accord. Alors, merci également Pape Djibril Fall, Oustaz Pape Anne, que nous allons retrouver tout à l'heure pour le lancement des travaux de rénovation et de réhabilitation de la grande mosquée de Tivaouane. Oustaz Pape Anne, bu dee mu ngi teewlu maa ngi lay ziar Oustaz. Xam naa du ñàkk ñu bàyyi leen ci kanam tuuti ngeen daal di yaatal certainement ci kanam lay doon ñu ngi may yëgal ne il est pas encore là. Alors on va vous laisser patienter en compagnie des programmes de la TFM
et il sera là d'un moment à l'autre pour vous faire vivre, comme je le disais tout à l'heure, la cérémonie et où on attend également la déclaration du khalife général des Tidjanes par rapport à la collecte qui sera effectuée pour rénover cet édifice. On vous laisse avec la régie. On vous retrouve demain à la même heure sur nos antennes. Excellente soirée avec notre convocable.